Alors l'équilibre de Donan, on va commencer d'abord par donner quelques rappels sur la notion de concentration équivalente. D'abord, on commence par le Faraday. Le Faraday, c'est la charge d'une mole de charge élémentaire petit e. Une mole de charge élémentaire petit e. Dans une mole, nous avons le nombre d'Avogadro. Donc un Faraday, c'est le nombre d'Avogadro par cette charge élémentaire. On fait l'opération, donc on trouve 96 500 coulombs. C'est le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire 6,02 fois 10 à la puissance 23, qu'on multiplie par E, qui est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Et on trouve donc 96 500 coulombs. Ensuite, qu'est-ce que l'équivalent? C'est la quantité de matière qui transporte un Faraday, c'est-à-dire la quantité de matière qui transporte une mole de charge élémentaire E. Et donc, la concentration équivalente qu'on représente par CE d'un ion, donc nous avons un ion qui a une valence ZI et une concentration CI. Alors, la concentration équivalente de l'ion, de cet ion-là, ça s'écrit, donc CE, c'est la valence ZI en valeur absolue multipliée par CI. Voilà. Si nous avons donc un ion, il transporte, donc pour cet ion-là, nous avons une valence et une concentration. Et la concentration équivalente pour cet ion-là, c'est la valence en valeur absolue multipliée par la concentration de cet ion. On fait un exemple. Alors d'abord, l'unité de la concentration équivalente, c'est équivalent par litre, puisqu'on parle de concentration, donc par rapport à un volume. Et donc on va faire un exemple. Par exemple, dans une solution, nous avons la concentration de l'aluminium 3+, c'est 1 mol par litre. C'est-à-dire, une mole de Al3+, elle transporte combien? Elle transporte 3 moles de E. 3+, c'est 3E. Donc, chaque ion Al, il a une charge de 3E. Donc, une mole, c'est 3 moles de E. Donc, combien de Faraday nous avons? Donc, nous avons, plutôt combien d'équivalents nous avons? Nous avons 3 équivalents, parce qu'un équivalent, c'est une mole de E. Nous avons 3. Donc, un équivalent, donc c'est une mole de E, c'est-à-dire c'est la quantité qui transporte, donc la charge qui est égale à 1 Faraday, qui transporte une mole de charge élémentaire. Nous avons 3 moles de E, ça veut dire qu'on a 3 équivalents. La concentration équivalente, donc ce sera 3 équivalents par litre. Dans une solution, on a des charges positives pour lesquelles on va concentrer et calculer la concentration équivalente qui correspond donc à ces charges positives. CE+, c'est la somme de toutes les concentrations équivalentes qui correspondent aux ions qui portent une charge positive, c'est-à-dire la somme sur I de ZI plus CI+, valeur absolue. Bien sûr, ZI+, c'est positif, mais on laisse la valeur absolue pour la forme générale. Et aussi, on va calculer la concentration qui correspond aux ions négatifs, c'est-à-dire de charge négative. Donc, CE-, c'est la somme sur I de ZI-, CI-. Et la concentration totale, c'est la somme. Donc, CE, c'est CE+, plus CE-, c'est la concentration équivalente totale d'une solution. Alors, la condition d'électroneutralité dans une solution, elle s'écrit CE+ égale à CE-, c'est-à-dire, pour avoir une solution neutre, il faut que le nombre d'équivalents par litre qui correspondent aux charges aux ions négatifs soit égal au nombre d'équivalents par litre qui correspond aux charges positives. Sinon, on n'aura pas la neutralité. Voilà. Et donc, CE+ égale à CE-. Et si on a la condition d'électroneutralité assurée, alors la concentration totale, ce sera 2 fois CE+, ou bien 2 fois CE-. Maintenant, alors on va faire un exercice. 1 litre de solution contient 2 moles de CaCl2 et 1 mole de NaOH. Calculez la concentration équivalente de cette solution. Alors pour répondre, puisqu'on a 2 moles de CaCl2 dans 1 litre, c'est-à-dire que la concentration de CaCl2, c'est 2 moles par litre, et de la même façon, on va dire, puisqu'on a 1 mole de NaOH dans 1 litre, c'est-à-dire que la concentration de NaOH, c'est 1 mole par litre. Alors, CaCl2, ça se dissocie en donnant Ca2+, plus 2Cl-. La concentration de Ca2+, c'est 2 moles par litre. Et la concentration de Cl-, c'est le double, donc ce sera 4 moles par litre. Alors, on fait d'abord la réaction de dissociation. Pour NaOH, ça se dissocie en donnant Na+, plus OH-. La concentration de Na+, c'est 1 mol par litre. Et la concentration de OH-, c'est 1 mol par litre.
On va calculer maintenant la concentration équivalente des ions positifs. Combien d'ions positifs nous avons? Nous avons Ca2+ et Na+. Donc ce sera la concentration équivalente de Ca2+, plus la concentration équivalente de Na+. Pour Ca2+, on n'a pas mis la valeur absolue puisque c'est déjà positif. Donc c'est ZCa2+ par la concentration de Ca2+, plus ZNA+, par la concentration de Na+. La valence pour Ca2+, c'est 2, pour Na+, c'est 1. Donc on remplace la concentration, on vient de déduire, et donc ce sera 2 pour ZCa2+, multiplié par 2, qui est la concentration de Ca2+, plus 1 pour ZNA+, multiplié par la concentration de Na+, qui est égale à 1, et on trouve, donc tout compte fait, c'est 5 équivalents par litre. On va faire la même chose pour Ce-. Alors Ce-, c'est ZCl-, Cl- par la concentration de Cl-, plus ZOH- par la concentration de OH-. Là, on met la valeur absolue parce que le Z pour les ions négatifs, c'est négatif. Alors, Z de Cl-, c'est moins 1, donc en valeur absolue, ça devient 1. ZOH-, c'est moins 1, en valeur absolue, ça devient 1. Donc, ce sera 1 multiplié par 4 parce que la concentration de Cl-, c'est 4 moles par litre, plus 1 multiplié par 1, parce que la concentration de OH- c'est 1 mol par litre, on trouve 5 équivalents par litre. Alors on se rend compte que, effectivement, nous avons la condition d'électroneutralité assurée, c'est-à-dire la concentration de Ce+, est égale à la concentration de Ce-. La concentration équivalente totale, c'est la somme des deux, ou bien le double de l'une. Donc ce sera 2 Ce+, c'est-à-dire 10 équivalents par litre. Donc le double de l'une ou l'autre. On revient à l'équilibre de Donan et on va dire on a une cuve séparée en deux compartiments 1 et 2 de même volume, V1 égale à V2, donc on va désigner par V. La membrane, elle est dialysante, c'est-à-dire qu'elle laisse passer les petits ions et elle empêche de passer les gros ions. Alors dans le compartiment 1, nous avons un sel AB. Ce sel AB, il est à la concentration C. Il se dissocie en donnant A- et B+. Donc, la concentration de A- dans le compartiment 1, ce sera C, et la concentration de A- dans le compartiment 1, de B+, plutôt, dans le compartiment 1, ce sera aussi C. Les ions A- et B+, sont deux ions diffusibles, ils sont de petite taille. Dans le compartiment 2, nous avons le sel AB plus une protéine PRBZ. Le sel AB, il est aussi à la concentration C. Et la protéine PRBZ, elle est à la concentration C'. On va écrire la réaction de dissociation de PRBZ. Alors nous avons Z atome B, puisque BZ. Donc on aura Z ion B+. On sait que B devient B+. Z ion B+, c'est-à-dire Z+, comme charge positive. Donc PR va porter la charge Z-. Et on écrit PRBZ, ça donne PRZ- plus ZB+. La concentration maintenant de A- dans le compartiment 2, c'est égal à C, parce qu'elle provient de AB, qui est à la concentration C aussi. La concentration de PRZ- dans le compartiment 2, c'est C'. Reste la concentration de B+. Alors B+, il provient d'où? Il provient de AB. AB, il est à la concentration C, donc B+, sera aussi à la concentration C. Il provient aussi B+, de PRBZ qui est à la concentration C', donc B+, à partir de PRBZ, aura comme concentration ZC'. Et au total, on aura B+, ce sera donc C plus ZC', la concentration de B+, dans le compartiment 2. L'ion PRZ- est un ion non diffusible. Alors nous avons des ions de part et d'autre de la membrane dialysante. Il y aura donc une diffusion et on aura, après un certain temps, un équilibre. Alors, pour l'ion PRZ-, il ne bouge pas, il n'est pas autorisé à traverser la membrane, il va donc conserver sa concentration C'. Il ne faut pas oublier que nous envisageons toujours les flux ioniques et ensuite les flux liquidiens. Ici, on est dans le cadre des flux ioniques d'abord, donc les concentrations ne changent pas parce que les volumes ne changent pas. Pour ce qui est de A- et A, par exemple, dans le compartiment 1 et 2, ils sont à la même concentration. Par contre, B+, dans le compartiment 2, il a une concentration supérieure à celle de B+, dans le compartiment 1. C plus ZC', c'est plus grand que C. Et donc, il y aura une diffusion des ions B+, de 2 vers 1. On va dire N mol de B+, de concentration X égale à N sur V, diffuse de 2 vers 1. Si on a N mol, et le volume du compartiment 2, c'est V2 qu'on a désigné par V. Donc la concentration qui correspond à ces N mol, c'est X est égal à N sur V.
Et donc, puisque ces ions sont sortis du compartiment 2 vers le compartiment 1, donc obligatoirement, la concentration de B+, va être diminuée dans le compartiment 2, elle va être diminuée de X, on va dire. B+, dans le compartiment 2, ce sera C plus ZC' moins X. Alors, les N-moles qui sont allés de 2 vers 1 de ces ions B+, vont donc aller augmenter la concentration de B+, dans le compartiment 1. Et au lieu donc de B+, dans le compartiment 1, c'était C, ça va devenir C plus X. Par ailleurs, il faut savoir que l'ion B+, ne bouge pas tout seul. Il doit accompagner avec lui les ions A-. Donc, un ion B+, accompagne obligatoirement avec lui un ion A-. Pourquoi? Pour l'électroneutralité. Donc, puisque nous avons N mol de B+, qui bouge, qui diffuse, donc il y aura N mol de A- qui vont accompagner les N mol de B+, pour assurer l'électroneutralité. Ces N mol de A-, ils sont aussi à la concentration X, puisque X est égal à la concentration, c'est N sur V. Donc, ce sera la concentration X, et donc la concentration de A- dans le compartiment 2 sera aussi diminuée de X, puisqu'elle est A- qui sont allés dans le compartiment 1, et elle sera, donc la concentration de A-, elle sera augmentée dans le compartiment 1 de X. Et on va dire A- de 1 qui est égal à la concentration de A- dans le compartiment 1, elle était C, elle devient C plus X, et la concentration de A- dans le compartiment 2, elle était C, et elle devient C moins X. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que A-, la concentration de A- dans le compartiment 1, elle est plus grande que celle de A- dans le compartiment 2. C plus X, c'est plus grand que C moins X. Mais on ne peut pas, à vue d'œil comme ça, on ne peut pas comparer les concentrations de B+, et de B+ dans les deux compartiments, parce qu'on ne peut pas comparer C plus X avec C plus ZC' moins X. On ne connaît pas C, on ne connaît pas Z, on ne connaît pas C'. Donc on ne peut rien dire. Par contre, on vérifie que B+ dans 2 est plus grande que B+ dans 1. Donc la concentration des ions négatifs, elle est plus grande dans le compartiment 1 par rapport au compartiment 2, et la concentration des ions positifs, elle est plus grande dans le compartiment 2 par rapport au compartiment 1. Et on vérifie ceci pour les ions B+, dans la suite du cours. On va faire cette vérification. Alors, on va faire maintenant l'équation de Nernst. Alors, ce qu'on vient de trouver dans l'équilibre de Donan, on vient de dire que lorsque nous avons l'équilibre, alors on a remarqué que les charges moins à moins, elles sont plus concentrées dans le compartiment 1 que dans le compartiment 2, et les charges plus, elles sont plus concentrées dans le compartiment 2 que dans le compartiment 1. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Et nous, on sait que la protéine, elle se trouve où? D'abord, la protéine, elle a une charge négative et elle se trouve dans le compartiment 2. Alors, tout se passe comme si les macro-ions, bien la protéine PRZ-, donc les protéines qui sont retenues prisonnières dans le compartiment 2, elles sont chargées négativement. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont attirer, voilà, donc la protéine qui est dans le compartiment 2, elle va attirer vers elle les charges plus et elle va repousser les charges moins. Voilà, on le voit donc s'afficher sur la figure. Donc, tout se passe comme si, alors, puisque la concentration des ions plus, elle est plus grande dans le compartiment où se trouve la protéine négative, et la concentration des ions négatifs, elle est plus grande dans le compartiment dans lequel ne se trouve pas la protéine, c'est comme si la protéine, elle a joué un rôle, et effectivement, elle joue un rôle. Ce rôle, c'est quoi? C'est de concentrer les ions positifs dans son compartiment, puisqu'elle est négative, donc elle va augmenter la concentration des ions positifs dans son compartiment, et elle va diminuer la concentration des ions négatifs dans son compartiment. Donc elle va les repousser, donc ils vont aller se concentrer dans le premier compartiment, puisqu'elles ne se trouvent pas dans le premier compartiment. Alors, elle attire les charges plus, ça veut dire elle les attire avec une force. Donc une force F plus charge positive, ça veut dire force positive. Et elle attire, voilà, on voit la force plus, et elle attire les charges moins aussi grâce à une force F-. Donc là, le vecteur envers, c'est une force F-. Revenons à ce qu'on vient de voir dans l'électrostatique. Nous savons que si nous avons une charge et que nous avons une force, ça veut dire qu'on a un champ électrique. Ou bien autrement dit, si nous avons une charge et un champ électrique, ça veut dire qu'on a une force. Et donc on va dire F+, c'est Q de B+, multiplié par le champ électrique E. Et F-, pareil, c'est Q de A- multiplié par le champ électrique E. Maintenant, F+, c'est QB+, multiplié par E. Donc QB+, c'est positif, donc on multiplie le champ électrique E par une valeur positive. Ça veut dire que la force F+, elle est de même sens que E. Et pour la force F-, puisqu'on multiplie E
par une valeur négative, donc on va obtenir un vecteur qui n'est pas dans le même sens que E, mais dans le sens contraire, ça veut dire que F-, elle est de sens contraire à E. Et donc, puisque F-, on la voit aller de 2 vers 1, donc E, il est de 1 vers 2. Et F+, on la voit aller de 1 vers 2, donc puisqu'elle est du même sens que E, donc E, il est de 1 vers 2. Donc on va dire que nous avons effectivement un champ électrique, E, qui se dirige de 1 vers 2. Et ce champ, on l'appelle le champ électrique transmembranaire. Voilà. Alors, E, il se dirige de 1 vers 2, donc V1 est supérieur à V2. On l'a vu aussi en électrostatique, le champ se dirige dans le sens des potentiels décroissants. Aussi, E, c'est le champ qui traverse la membrane. Donc, il va d'une face de la membrane vers l'autre face. On sait que lorsqu'un champ électrique est créé entre deux charges, ça veut dire qu'il va du sens de plus vers vers la charge positive vers la charge négative. Il part la première face de la membrane vers la deuxième face de la membrane, ça veut dire que la première face, elle est chargée positivement et la deuxième face, elle est chargée négativement. N'oublions pas qu'il y a des charges qui vont s'amonceler du côté de la première face de la membrane, la première face qui se trouve dans le compartiment 1. Il y a des charges qui vont s'amonceler au niveau de la membrane, du côté du compartiment 2. E, il est de 1 vers 2, ça veut dire que E, il va du plus vers le moins. Donc, ça veut dire que la première face, elle est chargée positivement, la deuxième face, elle est chargée négativement. Alors, observons la deuxième face de la membrane qui est chargée négativement. Elle est en face de quelle Elle est en face, la deuxième face de la membrane qui est chargée négativement, elle est en face de la protéine. Et la protéine, elle est chargée négativement. Alors, on va dire la face de la membrane en face des PRZ-, elle est chargée négativement. Pourquoi? Parce que PRZ-, elle est chargée négativement. Et l'autre face, elle est chargée positivement. Alors, on va dire de façon générale, si nous avons une protéine qui se trouve dans un compartiment, alors, il y a une membrane. Alors, la membrane, elle a deux faces. D'un côté, une face d'un côté, une face de l'autre côté. Alors la face de la membrane qui se trouve en face de la protéine, elle prend la charge de la protéine. Si la protéine elle est négative, donc cette face qui est en face d'elle, elle devient négative. Si la protéine est positive, donc cette face, elle devient positive. Donc une fois qu'on a attribué une charge à cette face particulière qui se trouve en face de la protéine, alors l'autre face, elle prendra le signe opposé. Voilà, donc on va apparaître la charge plus et la charge moins. Donc pour garder ça, on va dire, si la protéine est chargée négativement, la face qui est en face d'elle, elle sera chargée négativement et l'autre obligatoirement positivement. Si la protéine est chargée positivement, donc la face qui est en face d'elle, elle sera chargée positivement et l'autre sera donc obligatoirement négativement. Alors, on sait que E dérive d'un potentiel, donc E c'est moins dV sur dx. On l'a vu dans l'électrostatique, ça veut dire que dV c'est moins E dx, ça veut dire que l'intégrale de dV entre 1 et 2, de position 1 et 2, c'est l'intégrale moins E, l'intégrale de dx. On intègre, l'intégrale de dV c'est V, l'intégrale de dx c'est x, l'intégrale de dV entre 1 et 2 c'est V2 moins V1, l'intégrale de dx entre 1 et 2 c'est x2 moins x1, x2 moins x1 c'est l'épaisseur de la membrane, parce que tout se passe au niveau de la membrane. Alors on revient, on écrit ça en détail. Alors V2 moins V1 c'est moins E delta x c'est x2 moins x1, c'est-à-dire moins E fois L, parce que delta x c'est L, l'épaisseur de la membrane, c'est là où se passent tous les échanges et tous les mouvements. Et donc E, ce sera moins V2 moins V1 sur L. Pourquoi on écrit moins V2, on n'écrit pas V1 moins V2 sur L? Eh bien, E c'est positif, L c'est positif, donc moins V2 moins V1 c'est positif, ça veut dire que V2 moins V1 c'est négatif. Et V2 moins V1, ça s'appelle le potentiel de la membrane et donc ce potentiel il est négatif. Pourquoi on choisit de dire que le potentiel de la membrane est négatif? Pourquoi? Parce que ce travail-là, il sera projeté sur le corps humain et dans la cellule humaine, la membrane, elle a un potentiel négatif qui est de l'ordre de moins 70 millivolts. Alors c'est pour cela qu'on écrit, donc si on a une valeur pour un potentiel, on prend la valeur, donc le potentiel de toute membrane qu'on va étudier, donc cette valeur-là, elle sera négative comparativement à la cellule humaine. Donc le potentiel, on le calcule toujours de façon à trouver une valeur négative. Voilà, V2 moins V1 est négatif, et V2 et V1, on les appelle les potentiels électrochimiques.
Alors, ce potentiel de la membrane, V2 moins V1, ou bien ça dépend pour avoir une valeur négative, ça peut être V1 moins V2, mais l'essentiel, pour ce qu'on vient de dire, V2 moins V1, on démontre qu'on le retrouve, qu'on peut l'obtenir grâce à la relation de Nernst, qui s'écrit V2 moins V1, c'est moins KT sur ZE, ln C2 sur C1, et cette relation, elle est valable uniquement pour les ions diffusibles, c'est-à-dire pour les ions A- et B+, dans notre cas de figure, pour l'exemple qu'on a considéré. Les ions non diffusibles tels que la protéine, on ne peut pas calculer pour la protéine. D'ailleurs, la protéine, sa concentration, elle ne change pas. Et là, on trouve ln C2 sur C1, c'est-à-dire qu'il y a une concentration de l'ion dans les deux compartiments. Regardons, pour par exemple l'ion A-, sa valence, c'est moins 1, donc V2 moins V1, c'est moins KT sur moins E, ça devient KT sur E. ln, la concentration de A- dans le compartiment 2, sur la concentration de A- dans le compartiment 1. Bien sûr, à l'équilibre, lorsqu'on atteint l'équilibre de Donan. C'est pas initialement, c'est à l'équilibre. Pour l'ion B+, sa valence c'est plus 1, donc ce sera V2 moins V1, c'est moins KT sur E, ln, la concentration de B+, dans le compartiment 2 sur la concentration de B+, dans le compartiment 1. Et qu'on calcule pour l'ion A- ou bien pour l'ion B+, on trouve toujours la même valeur. Alors cette relation, elle se démontre. Alors en effet, considérons la loi de Fick. La loi de Fick, elle s'écrit juste pour l'idée, pour vous expliquer d'où vient cette relation. Ce qu'il faut garder, c'est la relation de Nernst. Alors d'où vient cette relation? Alors, la loi de Fick, elle s'écrit dn sur dt, c'est moins ds' dc sur dx. Alors, si on considère un petit élément de volume, S', c'est l'épaisseur des pores, c'est la surface des pores qui laisse passer les ions diffusibles. Alors cet élément de volume, c'est un petit cylindre, donc cet élément de volume, dV, ce sera donc S' par dx. C'est un cylindre, donc c'est la surface multipliée par la hauteur. Alors, on sait que un certain nombre de moles va traverser cet élément de volume. On sait que N, c'est égal à donc C fois le volume. La concentration, c'est le nombre de moles sur le volume. Donc, le nombre de moles, c'est la concentration par le volume. Donc, on va dire que si on considère un petit élément, donc des choses élémentaires à l'infiniment petit, on va dire donc dN, c'est C par dV. N, c'est C fois V. Sinon, dans l'élémentaire, ça devient dN, c'est égal à C fois dV. C'est-à-dire C par S' dx, parce que dV, c'est S' dx. Remplaçons l'expression de dn par Cs' dx dans la loi de Fick, ça devient Cs' dx sur dt, c'est moins ds' dc sur dx. On simplifie S' et S' de part et d'autre. dx sur dt, c'est une vitesse. Donc on va dire C fois V, c'est moins d dc sur dx. Et donc V, c'est moins d sur C dc sur dx, c'est-à-dire dc sur dx, c'est le gradient de la concentration. Et ça, c'est la vitesse des particules qui diffusent. Maintenant, revenons aux particules qui diffusent. La particule de charge Q, on a considéré une charge négative. La charge Q, c'est en général donc Z fois E. Donc cette charge Q, elle est sous l'effet, donc il y a un champ électrique, donc elle est sous l'effet d'une force de frottement Fr et d'une force électrique Fe, puisqu'elle est négative dans ce cas-là. Donc la force électrique, elle est de sens contraire au champ électrique, et la force de frottement, elle est contraire au sens du mouvement. Donc elle vient, donc ce sera contraire à Fe, parce que le mouvement, il est donc créé par la force Fe. Voilà. Donc l'équilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. Ça veut dire que Fe plus Fr est égal à 0. La somme de deux vecteurs est nulle, ça veut dire que le module de l'un est égal au module de l'autre. Le module de Fe, c'est module de Fr. La force électrique, c'est la charge multipliée par le champ en termes de vecteurs. La charge, c'est Z fois E, donc Fe, c'est Z petit e fois E. Si on passe au module maintenant, puisque Z, c'est négatif, donc on ne va pas travailler avec une valeur négative, on doit passer aux valeurs absolues. Ça veut dire que Fe, c'est la valeur absolue de Z multipliée par E, la charge élémentaire, par le module du champ électrique E. Z, c'est négatif, puisqu'on a considéré une charge négative. Q, c'est égal à ZE. Si la charge est négative, ça veut dire que Z est négative. Donc, valeur absolue de Z, ce sera moins Z, parce que valeur absolue de X, c'est égal à X. Si X est positif, c'est moins X lorsque X est négatif. Alors, le module de Fe, ce sera moins Z fois E fois grand E. Et aussi, on sait que E, c'est moins dV sur dx. Alors, on remplace E par son expression et on obtient donc en fin de compte Fe, c'est Z petit e par dV sur dx.
On laisse ça de côté. On passe à la force de frottement. On sait que la force de frottement, elle est de sens contraire au mouvement et elle s'exprime en fonction de la vitesse par la relation FR, c'est moins petit f fois V. Petit f, c'est le coefficient de friction. Et donc petit f, donc si on passe au module d'abord, donc les valeurs absolues, donc on va voir la force de frottement sur module, c'est F multiplié par la vitesse. F c'est positif, la vitesse c'est positive. Petit f c'est KT sur D. On l'a déjà vu. Donc on remplace dans l'expression de FR. Donc ça devient la force de frottement, c'est K fois T sur D multiplié par petit v. On revient à la relation, l'équilibre, ça veut dire le module de FE, c'est égal au module de FR, c'est-à-dire ZE par dV sur dx est égal à KT sur D fois V. Voilà. Nous avons trouvé une expression pour V. L'expression de V qui dit V c'est moins D sur C, dC sur dx. On va la remplacer dans cette dernière équation et on va dire donc ZE fois dV sur dx c'est KT sur grand D par moins D sur C, l'expression de V, par dC sur dx. On va simplifier D et D et on aboutit à ZE dV sur dx, c'est moins KT sur C, dC sur dx. Nous avons dx et dx de part et d'autre, donc on peut les enlever. Et on va diviser par ZE de part et d'autre et on arrive à dV, c'est moins KT sur ZE, dC sur dx. On intègre maintenant, donc on va sortir KT sur ZE moins KT sur ZE, c'est une constante, on la sort en dessous de l'intégrale. L'intégrale de dC sur C, c'est lnc. lnc entre 1 et 2, c'est lnc2 moins lnc1. Et lnc2 moins lnc1, c'est lnc2 sur C1. L'intégrale de dV, c'est V. Entre 1 et 2, c'est V2 moins V1. Donc on aboutit à la relation de Nernst qui dit V2 moins V1, c'est moins KT sur ZE lnc2 sur C1. On va faire des remarques. Alors, le Faraday, c'est le nombre d'Avogadro par la charge élémentaire. Ça donne 96 500 coulombs. Il faut savoir aussi que R, c'est le nombre d'Avogadro par la constante de Boltzmann. R, c'est 8,31. Lorsqu'on fait la relation des gaz parfaits, PV égale à nRT, R, c'est 8,31. On l'obtient en multipliant le nombre d'Avogadro par la constante de Boltzmann qui vaut 1,38 fois 10 à la puissance moins 23. Alors, on voit bien que R divisé par F, c'est K divisé par E. Et la relation de Nernst, c'est quoi? C'est V2 moins V1, c'est moins KT sur ZE, ln C2 sur C1. Alors, K divisé par E, ça devient R divisé par F. Et donc, la loi de Nernst, elle s'écrit V2 moins V1, c'est moins RT sur ZF, ln C2 sur C1. R sur F, c'est K sur E. Voilà. Alors, des valeurs juste utiles pour les calculs rapides. À 0 degré C, RT sur F, c'est 23,5 mV. Et à 37 degrés C, ça vaut 26,7 mV. Bon, juste pour les calculs rapides. Alors aussi, de manière générale, on sait que si nous avons un ion I de valence Z, la formule de Nernst, elle s'écrit V2 moins V1, c'est moins KT sur ZE, ln I2 sur I1. Si on prend un autre ion I' de valence Z', on écrit V2 moins V1, c'est moins KT sur Z', ln I'2 sur I'1. V2 moins V1, c'est le potentiel de la membrane. On peut le calculer pour n'importe quel ion diffusible, c'est-à-dire qu'on le calcule avec l'ion diffusible I ou bien l'ion diffusible I', on obtient la même valeur, c'est-à-dire que moins KT sur ZE, ln I2 sur I1, c'est moins KT sur Z', ln I'2 sur I'1, et donc on va simplifier moins KT sur E, et on va dire 1 sur Z, ln I2 sur I1, c'est 1 sur Z', ln I'2 sur I'1. Cette relation, elle s'appelle l'équation d'équilibre de Donin, ou bien l'équation de Gibbs-Donin. Si aussi, on va rappeler que la concentration équivalente d'un ion, c'est la valeur absolue de sa valence multipliée par sa concentration donc ionique, la concentration de cet ion, donc par sa concentration molaire. Alors ça veut dire que la concentration d'un ion, c'est sa concentration équivalente divisée par la valeur absolue de Z. Et on va remplacer ça dans l'équation d'équilibre de Donin. D'abord, avant d'aller vers l'équation d'équilibre, on va dire I2 pour I1 divisé par I1, c'est égal à CE2 divisé par CE1. Et l'équation d'équilibre de Donin, elle devient 1 sur Z ln CE2 sur CE1, c'est 1 sur Z' ln CE2 sur CE1
pour I'. Donc 1 sur Z pour I', donc 1 sur Z ln CE2 de I sur CE1 de I, c'est 1 sur Z' ln CE2 de I' divisé par CE1 de I'. Alors on va appliquer donc ce qu'on vient d'apprendre pour les ions A- qui ont une valence égale à -1 et les ions B+ qui ont une valence égale à +1. Alors, la relation d'équilibre de Donan, elle s'écrit 1 sur Z ln I2 sur I1 égale à 1 sur Z' ln I'2 sur I'1. Bon, on remplace, donc I c'est l'ion A- et I' c'est l'ion B+, Z de l'ion A-, donc 1 sur ZA- c'est ln A-2 sur A-1, c'est 1 sur ZB+, ln B+2 sur B+1. Et donc, puisqu'on a Z de 1 sur ZA-, c'est égal à -1, et 1 sur ZB+, c'est égal à, donc à +1. Donc, on aboutit à ln A-2 sur A-1, c'est moins ln B+2 sur B+1. Donc, on rappelle le tableau qu'on a obtenu lorsqu'on a fait à l'équilibre de la diffusion. Et voilà, on va dire, donc, puisqu'on a dit que A-1 est plus grande que A-2, c'est plus x, c'est plus que c'est moins x, alors ceci nous fait dire que, puisque ln A-2 sur A-1, c'est égal à ln moins ln B+2 sur B+1. Donc, A-1 est plus grande que A-2, ça veut dire que ln A-2 sur A-1, c'est négatif, parce que donc on divise en A-2 sur A-1, c'est inférieur à 1. Ln A-2 sur A-1, c'est négatif, ça veut dire que moins ln B+2 sur B+1, c'est négatif, ça veut dire que ln B+2 sur B+1, c'est positif, et donc ça veut dire que B+2 est plus grand que B+1. Donc on a vérifié ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on remarque que A-1 est plus grand que A-2 et on vérifie que B+2 est plus grand que B+1. En effet, donc on vient de le vérifier. Aussi, on a ln A-2, on vient de dire que ln A-2 sur A-1, c'est moins ln B+2 sur B+1, on vient de le dire maintenant, c'est-à-dire moins ln A sur B, c'est ln B sur 1, ça devient ln B+1 sur B+2, et donc ça veut dire, on enlève le logarithme, ça veut dire que A-2 sur A-1, c'est B+1 sur B+2. Bon, A-2 c'est la concentration, c'est égal à C moins X, A-1 c'est C plus X, et on remplace donc B+1 c'est égal à C plus X et B+2 c'est C plus ZC' moins X. On fait produit des extrêmes égal à produit des moyens et on trouve X c'est ZCC' sur 4C plus ZC'. Ce n'est pas une relation générale, on l'a obtenue à partir du tableau par rapport à l'exemple considéré pour le sel AB. Alors, on va parler maintenant de la pression oncotique. Alors, à l'équilibre, qu'est-ce qu'on va remarquer? On a obtenu l'équilibre de Donan entre 1 et 2, et on a dit qu'on envisage d'abord la diffusion ionique, puis la diffusion des liquides. Alors, nous avons eu l'équilibre, et on remarque qu'à l'équilibre, on a oméga 2 est plus grande que oméga 1. Qu'est-ce qu'on a dans 1? Nous avons A- et B+, dans 2, nous avons A-, B+, et la protéine. On sait que la concentration de A-1 est plus grande que la concentration de A-2, mais la concentration de B+2 elle est plus grande que la concentration de B+1. En plus, dans le compartiment 2, nous avons la protéine et elle pèse dans les concentrations. Donc, oméga 2 est plus grande que oméga 1. Ça veut dire qu'on va avoir un flux d'eau de 1 vers 2, du moins concentré vers le plus concentré. Alors, donc, si on a un flux d'eau, ça veut dire qu'on a une pression osmotique. La pression osmotique, elle s'écrit delta P, c'est oméga 2 moins oméga 1 multiplié par RT. Oméga 2, c'est quoi? C'est la somme des osmolarités du compartiment 2. Et oméga 1, c'est la somme des osmolarités du compartiment 1. Alors, oméga 2 moins oméga 1, c'est en fait, qu'est-ce que nous avons dans le compartiment 2? Nous avons les ions et nous avons la protéine. Alors, oméga, donc ce sera donc oméga 2, ce sera oméga des ions dans 2, plus oméga de la protéine, moins oméga des ions dans 1. C'est-à-dire, on va arranger l'écriture, ce sera oméga des ions dans 2, moins oméga des ions dans 1, le entre crochets, plus oméga P. Tout ça pour écrire oméga 2 moins oméga 1 comme étant la différence entre les concentrations des ions, osmolaires des ions, plus l'osmolarité de la protéine. Voilà. Et donc, delta pi, c'est delta oméga I RT plus oméga P RT. Et oméga P RT, ça s'appelle la pression oncotique. Donc, la pression osmotique, c'est égal à delta oméga I RT
plus oméga BRT, et oméga BRT, c'est la pression oncotique. Cette pression oncotique, donc, elle exprime, c'est la pression osmotique qui est due en fait aux protéines, et elle exprime le degré de facilité avec lequel les protéines attirent l'eau. Alors, si suite à une dénutrition, la concentration, donc le taux de protéines dans le plasma diminue, alors l'eau, elle va fuir les vaisseaux sanguins pour aller dans les tissus avoisinants. On sait que la protéine, elle attire l'eau. Donc si suite à une dénutrition, nous avons une diminution de la concentration des protéines, alors l'eau, au lieu d'aller maintenant vers les vaisseaux, elle va fuir les vaisseaux pour aller dans les tissus avoisinants. Et quand elle va dans les tissus avoisinants, on trouve donc, ça forme ce qu'on appelle les œdèmes, les gonflements. Par exemple, on trouve des œdèmes au niveau des chevilles, etc. Donc ça peut être dû au fait que nous avons une dénutrition, c'est-à-dire une diminution de la concentration des protéines. Aussi, pour la concentration osmolaire des ions, c'est aussi la concentration de l'ion, c'est la concentration molaire de l'ion. Pourquoi? Parce que la concentration osmolaire, c'est 1 plus alpha fois bêta moins 1 fois C. Alpha, c'est le coefficient de dissociation de Van 't Hoff, bêta, c'est le nombre d'ions qui résulte de la dissociation donc, du soluté. Mais l'ion, est-ce qu'il va se dissocier encore? L'ion, c'est comme, donc il ne va pas se dissocier, donc sa concentration molaire, c'est aussi sa concentration osmolaire. C'est comme un non-électrolyte, il ne va plus se dissocier. Voilà. Un exercice d'application, on nous dit une membrane dialysante sépare une cuve en deux compartiments 1 et 2 de même volume. Toutes les expériences sont réalisées à la même température. La première question nous dit dans une première expérience, on verse dans le compartiment 1 une solution de NaCl de concentration C et dans le compartiment 2 une autre solution de NaCl de concentration C'. Et on nous demande quelles sont à l'équilibre les concentrations de sodium et de chlorure dans chaque compartiment. On répond, alors on nous dit NaCl dans le compartiment 1 CC, NaCl dans le compartiment 2 CC'. On sait que NaCl se dissocie en donnant Na plus et Cl-. Alors initialement, nous avons la concentration pour le compartiment 1, la concentration de Na plus c'est égal à C, comme NaCl, et la concentration de Cl-, c'est égal à C aussi, parce que NaCl c'est égal à C. Pour le compartiment 2, nous avons la concentration de Na+, c'est égal à C', parce que NaCl dans le compartiment 2, c'est C', et la concentration de Cl-, c'est égal à C'. Bon, après, donc, une fois que nous passons de l'état initial à l'état d'équilibre, il va y avoir un équilibre il y aura une diffusion, on aura un équilibre de diffusion. On n'a pas de protéines, donc il n'y a pas l'effet Donan. Les concentrations, les ions vont passer d'un compartiment à l'autre dans le but de faire l'égalité entre les deux, dans les concentrations entre les deux compartiments et pour chaque type d'ion. La formule avec laquelle on travaille, c'est C infini, CC1 initial plus C2 initial sur 2, parce que la relation générale, c'est C infini, c'est égal à C1 initial V1 plus C2 initial V2 sur V1 plus V2. Là, c'est le même volume, donc on fera la somme des deux concentrations, on divise par 2. Pour Na+, nous avons la concentration dans le compartiment 1, c'est C, dans le compartiment 2, c'est C', donc ce sera C plus C' sur 2. Et ce sera la même chose pour Na plus 2. Donc Na plus va se mettre à l'état d'équilibre, c'est-à-dire qu'il aura la même concentration dans 1 que dans 2. La même chose pour Cl-, on verra. Donc puisque c'est C dans le compartiment 1 et C' dans le compartiment 2, donc ce sera C plus C' sur 2 pour Cl-1 et C plus C' sur 2 pour Cl- dans le compartiment 2. La deuxième question, on nous dit, dans une deuxième expérience, on verse dans 1 une protéine non dissociée de concentration C et dans 2 une solution de NaCl de concentration C'. Là, la protéine, elle n'est pas dissociée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas chargée, donc il n'y aura pas d'effet Donan. L'effet Donan, c'est lorsque nous avons une protéine chargée. Alors la première question, quelles sont à l'équilibre les concentrations de la protéine, du sodium et du chlorure, de l'ion chlorure dans chaque compartiment, et ensuite quelle pression faut-il exercer et sur quel compartiment afin d'annuler le flux d'eau. Alors pour répondre, on va commencer par rappeler ce qu'on vient de nous dire. Pour la protéine, elle est à la concentration C dans le compartiment 1, et pour NaCl qui se trouve dans le compartiment 2, il est à la concentration C'. Alors, on va dire initialement, la protéine elle est dans le compartiment 1, donc elle est à la concentration C.
NaCl est dans le compartiment 2 à la concentration C', ça veut dire Na+, puisqu'il se dissocie en donnant Na+, plus Cl-. Donc Na plus 2 c'est égal à C', et Cl-2 c'est égal à C'. Alors que va-t-il se passer? Nous avons Na plus et Cl- dans le compartiment 2, pas dans le compartiment 1. Donc ils vont diffuser de 2 vers 1 jusqu'à l'équilibre, c'est-à-dire jusqu'à obtenir Na plus 2 égale à Na plus 1 et Cl-2 égale à Cl-1. La protéine, elle ne diffuse pas. Cette égalité donc de concentration, on sait qu'on a fait dans le cours, on a dit que lorsque nous avons un soluté, donc par exemple, une concentration pour un soluté, la concentration dans un compartiment elle est plus grande que dans l'autre compartiment, donc il y aura une diffusion du plus concentré vers le moins concentré jusqu'à ce qu'on ait la même concentration en termes de ce soluté dans les deux compartiments, et on obtient la relation par la formule C infini qui est égale à C1 initial plus C2 initial sur 2. Bon, à l'équilibre, qu'est-ce qu'on va dire? La protéine, ça ne change pas, c'est égal à C. Maintenant, pour Na+, il sera dans les deux compartiments à la même concentration. Donc, ce sera 0 plus C' divisé par 2, parce que la relation, c'est C1 initial, c'est 0. Pour le Na+, c'est 0. La concentration dans le compartiment 1, c'est 0. C2 initial, c'est C' divisé par 2, donc ce sera C' sur 2. La même chose pour Na plus 2. Égalité. Pour Cl-, c'est la même chose, puisque c'est la même concentration. C' sur 2 dans le compartiment 1 et C' sur 2 dans le compartiment 2. Maintenant, on sait que l'on envisage le flux ionique, ensuite le flux liquidien. Une fois qu'on a terminé les flux ioniques, on se rend compte que l'on a oméga 1 est plus grande que oméga 2. Parce que pour Na+, c'est la même chose dans 1 et 2, pour Cl-, c'est la même chose dans 1 et 2, mais PR, elle est dans le compartiment 1 et elle n'est pas dans le compartiment 2, donc il y a une concentration qui est élevée. Donc puisqu'oméga 1 est plus grande que oméga 2, donc l'eau va diffuser du moins concentré vers le plus concentré, c'est-à-dire de 2 vers 1. Et ceci grâce à une pression osmotique delta pi qui sera dirigée de 2 vers 1. Comment on calcule delta pi? C'est delta oméga i plus oméga p RT. Delta oméga i c'est quoi? C'est oméga i de 1 moins oméga i de 2. On calcule oméga i de 1, c'est oméga de Na plus oméga de Cl-. Donc c'est la concentration de Na plus la concentration de Cl-, c'est-à-dire C' sur 2 plus C' sur 2, c'est égal à C'. Et c'est la même chose pour oméga i de 2, c'est-à-dire pour la concentration des ions, la concentration osmolaire totale des ions dans le compartiment 2. Et donc oméga i de 1 c'est égal à oméga i de 2, donc delta oméga i c'est égal à 0. Et donc delta pi, ça devient uniquement oméga p RT. Quelle est la concentration de la protéine CC? Ça sera donc delta pi, c'est égal à CRT. Donc la pression osmotique, elle est uniquement due à la protéine, c'est une pression oncotique. Alors pour annuler le flux d'eau, puisqu'on sait que l'eau diffuse de 2 vers 1 sous l'effet de delta pi, donc il faut appliquer une pression pour empêcher le flux d'eau qui s'opère de 2 vers 1 sous l'effet de delta pi. Il faut appliquer une pression qui va à l'encontre de delta pi, c'est-à-dire elle sera en sens inverse de delta pi, mais elle aura sa valeur. Delta pi c'est CRT, on va appliquer CRT. Delta pi elle est de 2 vers 1, on va l'appliquer de 1 vers 2, et comme ça on va annuler cette pression osmotique, et donc il n'y aura plus de flux d'eau. Dans une troisième expérience, on verse dans une protéine PR-NaZ totalement dissociée de concentration C, et dans 2 une solution de NaCl de concentration C'. Alors d'abord, dans quel sens s'effectuent les flux des particules initiaux? Donc les flux initiaux des particules, et quelle est la concentration ionique de chaque espèce à l'équilibre, déduire la pression osmotique à l'équilibre, et quelle est la tension entre les faces de la membrane, et préciser son sens. Alors, rappelons que, on va rappeler les données. On nous dit que PR-NaZ dans le compartiment 1, c'est égal à C. On sait que PR-NaZ se dissocie en donnant PRZ- et ZNA+. Et donc, on écrit initialement, dans le compartiment 1, nous avons PRZ- c'est égal à C et Na+, c'est égal à ZC. Dans le compartiment 2, nous avons NaCl à la concentration C'. Donc, on va avoir Na+, dans le compartiment 2, c'est égal à C', et Cl- dans le compartiment 2, c'est égal à C' aussi. Alors, nous avons une protéine chargée, donc on aura un effet Donan. Quel est l'ion qui va commencer la diffusion? Est-ce que Na+ ou bien Cl-?
Pour Na+, on ne peut pas comparer Na+2 et Na+1 parce que C' par rapport à ZC, on ne connaît pas les valeurs. On sait par contre que pour Cl-, il est à la concentration C' dans le compartiment 2, mais à la concentration 0 dans le compartiment 1 parce qu'il n'y a pas de Cl- dans le compartiment 1. Et donc, les ions Cl-, c'est eux qui vont commencer la diffusion. Il y aura N, le nombre de moles, il y aura N moles de Cl- de concentration X égale à N sur V qui vont diffuser de 2 vers 1. Et pour conserver l'électroneutralité, ils seront accompagnés de N moles de Na+, de même concentration X. Alors, on va donc remplir le tableau à l'équilibre. On sait que la protéine, elle ne diffuse pas, donc elle garde sa concentration. Pour Na+, Cl-, on a dit qu'il diffuse, donc X sera une concentration X qui va être diminuée du compartiment 1, qui va aller dans le compartiment 2, donc plutôt du compartiment 2 vers le compartiment 1. Donc Cl- dans le compartiment 1, ça devient X, et dans le compartiment 2, ça devient C' moins X. Donc ça a été diminué dans le compartiment 2. Puisque Na+ accompagne Cl-, donc Na+, ça va augmenter dans le compartiment 1 de X, et ça va diminuer dans le compartiment 2 de X aussi. Donc on aura C' moins X dans le compartiment 2. Maintenant, la pression osmotique, c'est delta oméga I plus oméga P RT. Delta oméga I, c'est-à-dire c'est oméga 1 moins oméga 2. Donc delta pi, c'est oméga 1 moins oméga 2 RT. Donc oméga I de 1 moins oméga I de 2 plus oméga de la protéine, RT delta oméga I, c'est oméga I de 1 moins oméga I de 2. Quels sont les ions que nous avons dans 1? C'est Na+, la concentration osmolaire, c'est la concentration molaire aussi pour Na+, c'est Zc plus X, et Cl- c'est AX. Donc ce sera Zc plus X pour le compartiment 1, moins C' moins X plus C' moins X pour le compartiment 2, c'est-à-dire moins 2C' moins 2X. Et pour la protéine, la concentration c'est C. Et on remplace, on obtient delta pi, c'est Zc moins 2C' plus 4X plus C fois RT. Alors, pour maintenant, la tension qui va s'appliquer entre deux faces de la membrane. Nous avons la protéine, elle est chargée négativement et elle est dans le compartiment 1. Donc, elle va attribuer sa charge à la face 1, la face de la membrane qui se trouve dans le compartiment 1. Donc, cette face-là, elle sera chargée négativement et l'autre face sera obligatoirement chargée positivement. On aura donc un champ électrique qui sera dirigé du plus vers le moins, c'est-à-dire de 2 vers 1. Et si le champ électrique il se dirige de 2 vers 1, ça veut dire que V2 est plus grand que V1. Le potentiel de la membrane, ce sera donc V1 moins V2 pour avoir une valeur négative, parce que V2 moins V1, c'est positif. V1 moins V2, pour la relation de Nernst, c'est moins RT sur ZF, ln C1 sur C2. Maintenant, on peut appliquer ce potentiel, cette expression-là pour n'importe quel ion diffusible. Nous avons Cl-, nous avons Na+. Si on l'applique pour Cl-, on remplace Z pour Cl- par moins 1, on remplace la concentration de Cl- dans 1 c'est X, dans 2 c'est C' moins X, et donc on arrange l'écriture, ça devient moins RT sur F, ln C' moins X sur X. Si on l'applique pour Na+, c'est V1 moins V2, c'est moins RT sur F, parce que Z de Na+, c'est plus 1. Et donc C1 pour l'ion Na+, dans 1 c'est ZC plus X, et dans 2 c'est C' moins X. Alors, V1 moins V2 pour Cl-, c'est la même chose que V1 moins V2 pour Na+. On trouve la même valeur. Il ne faut pas oublier que on avait dit que pour l'ion A- et B+, on avait dit A-1 sur A-2, c'est B plus 2 sur B plus 1. La même chose ici, on va dire Na plus 1 sur Na plus 2, c'est-à-dire Zc plus X sur C' moins X, c'est égal à Cl moins 2 sur Cl moins 1, c'est-à-dire C' moins X sur X. C'est pour cela qu'on obtient la même valeur. La quatrième question nous dit, dans une quatrième expérience, on applique au système en équilibre résultant de la troisième expérience. Ça veut dire, après la diffusion, à l'équilibre, on a obtenu l'équilibre pour la troisième expérience. Après, on applique à ce système-là une tension opposée au potentiel de la membrane déjà calculé. On vient d'exprimer le potentiel de la membrane pour l'ion Cl- ou pour l'ion Na+. On a dit on obtient la même valeur avec l'un ou l'autre des ions. On applique une tension opposée. Quelles sont alors les concentrations ioniques dans ce nouvel état d'équilibre? Alors, si on applique une tension opposée à la membrane, ça veut dire qu'on va annuler le potentiel. Si nous avons par exemple moins 4 volts, on applique plus 4 volts, ça veut dire que le potentiel de la membrane s'annule, c'est-à-dire V1 moins V2. La tension, donc la membrane s'annule, c'est-à-dire V1 moins V2 égale à 0. On sait que V1 moins V2, c'est moins RT
sur ZF, LNCA sur C2. Ça veut dire donc que moins RT sur ZF, LNCA sur C2, c'est égal à 0. Ça veut dire que LNCA sur C2, c'est égal à 1. Ça veut dire que C1 est égal à C2. Donc, si on prend le système qui se trouve à l'équilibre qui résulte de la troisième expérience, qu'on applique une tension opposée, alors on va se retrouver dans le cas où la tension de la membrane s'annule, et alors on va se retrouver dans le cas où les concentrations des ions est la même, c'est-à-dire on va trouver Na plus 1 égale à Na plus 2 et Cl-1 égale à Cl-2. Na plus 1 égale à Na plus 2, ça veut dire qu'on va trouver, pour trouver cette égalité de concentration pour Na plus 1 Na plus 2, ce sera, initialement c'est quoi? Donc c'était donc pour la concentration de Na plus 1 et Na plus 2 qu'on a trouvé dans la troisième expérience, ce sera donc le cas initial pour la quatrième expérience, et la nouvelle concentration de Na plus 1 elle sera égale à la nouvelle concentration de Na plus 2, et ce sera la somme des deux divisée par 2, la même chose pour Cl-, c'est-à-dire on va appliquer la relation C infini, c'est C1 initial plus C2 initial divisé par 2. Donc pour Cl-, donc ce sera la somme C' moins X plus X divisé par 2. Et pour Na+, donc ce sera C' sur 2. Et pour Na+, ce sera Zc plus X plus C' moins X divisé par 2. Ça veut dire Zc plus C' divisé par 2. Une cinquième expérience, on nous dit, dans cette cinquième expérience, on verse dans 1 une protéine PRNAZ totalement dissociée de concentration C. Et dans 2, une solution contenant du NaCl de concentration C', ainsi que la même protéine PRNAZ de même concentration C. Alors là, on va dire, la protéine dans le compartiment 1, elle est à la même concentration que la protéine dans le compartiment 2, c'est la même charge. Donc il n'y aura pas d'effet Donan. Ce que va faire la protéine dans le compartiment 1 sera annulé par ce que va faire la protéine dans le compartiment 2. Voilà. Donc, quelles sont les concentrations à l'équilibre et quelle est la tension entre les faces de la membrane? Alors, on a dit, puisque nous avons la protéine, elle est à la même concentration dans les deux compartiments et c'est la même charge, donc il n'y aura pas d'effet Donan. Alors, initialement, nous avons PRNAZ dont 1 c'est égal à C, donc PRZ- c'est égal à, donc dans le compartiment 1, PRZ- elle sera la concentration C et Na+, il sera la concentration Zc. Pour PRNAZ2, c'est égal à C, c'est-à-dire que dans le compartiment 2, PRZ- ce sera, et NaCl dans le compartiment 2, c'est C'. Donc pour PRZ-, il sera la concentration C dans le compartiment 2. Pour Cl-, il sera la concentration C' dans le compartiment 2. Pour Na+, il provient de PRNAZ, il provient de NaCl. Il provient de PRNAZ, donc on aura Zc. Il provient de NaCl, ce sera C'. Donc ce sera Zc plus C'. Alors on va redire ce qu'on vient de dire donc tout à l'heure pour ce qui est donc de PRZ- qui est égal à PRZ-. Donc la concentration de PRZ- dans le compartiment 1 est égale à celle de PRZ- dans le compartiment 2, donc il n'y a pas d'effet Donan. Donc l'effet Donan on l'obtient avec une protéine chargée et dans un compartiment. Sinon, si on a la protéine elle est à la même concentration dans les deux compartiments, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet Donan. Alors, comment vont se répartir les ions? Donc, ils vont se répartir avec la relation C infini, c'est C1 initial plus C2 initial divisé par 2. Voilà, donc à l'équilibre, on va avoir donc on réécrit d'abord les concentrations des protéines qui ne changent pas, ils ne diffusent pas, ne changent pas. Pour Na+, ce sera donc Na plus 1 plus Na plus 2 divisé par 2, donc c'est la somme C' plus Zc, 2Zc fois C sur 2, c'est la même chose pour Na plus 2. Pour Cl-, puisqu'il est dans le compartiment 2, il n'y a pas dans le compartiment 1, ce sera 0 plus C' divisé par 2, c'est-à-dire C' sur 2 dans le compartiment 1 et dans le compartiment 2. Maintenant, pour ce qui est de la tension de la membrane, puisqu'on est dans le cadre où C1 est égal à 0, c'est-à-dire pour les ions diffusibles, la concentration dans le compartiment 1 est égale à la concentration dans le compartiment 2. Et on sait que le potentiel, on le calcule avec la loi de Nernst en faisant moins RT sur ZF, ln C1 sur C2 pour V1 moins V2. Si C1 est égal à C2, ça veut dire C1 sur C2 est égal à 1, donc le potentiel il sera égal à 0, donc V1 moins V2 sera égal à 0. Ça veut dire que la tension de la membrane, elle est nulle.